Yvonne. Comment ça va, cher ami? Mais il me disait, ce visage me dit quelque chose. Oui, mais voilà. Merci, ça c'est pour Valdo. Génial, je mets plutôt ici, je préfère. J'aime vraiment beaucoup, c'est un temps assez délicieux pour moi. Oui, alors c'est pour moi c'est Catherine et pour mon fils qui a 14 ans. Aller à la rencontre de toutes les personnes qui ont elles-mêmes cheminé depuis le début de la crise et se sont posées plein de questions, avec qui je sens vraiment qu'on partage une sensibilité commune mais extrêmement précieuse. Vous pouvez nous présenter les trois hypothèses que vous présentez au début du livre, en fait. Très volontiers. Donc, Autopsie d'un désastre, c'était un bilan. J'ai essayé de faire le bilan complet de la gestion de la crise. Et puisque nous sommes nombreux à avoir compris qu'elle n'a pas été bonne, voire qu'elle a été franchement mauvaise, voire même qu'elle a été systématiquement mauvaise, se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait fait faux à ce point. Et les trois hypothèses dans la balance, la première, c'est qu'il y a eu un gigantesque cafouillage de départ. Et comme aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir sont totalement incapables de se remettre en question, d'admettre leur tort et de corriger le tir, c'est qu'ils se soient en quelque sorte enfoncés dans un mensonge, comme un homme ou une femme infidèle qui raconte un bobard et qui après n'arrive plus à s'en dépêtrer. Et que finalement, ça nous a conduit jusqu'à une catastrophe généralisée. C'est une hypothèse. Est-elle suffisante? Il y a un deuxième motif, alors ça c'est un de mes domaines de spécialité, qui est celui de la corruption systémique. C'est-à-dire qu'on sait depuis des décennies maintenant que l'entier du système de santé a été colonisé par des intérêts privés, ceux de l'industrie pharmaceutique, et que les décisions qui sont prises par les gouvernements et les agences de santé ne le sont plus avec comme but premier de prendre bien soin de la santé de la population, mais d'octroyer des marchés à l'industrie pharmaceutique, même avec des remèdes inefficaces ou parfois dangereux. Et donc, la deuxième hypothèse, c'est qu'il y avait un grand hold-up à faire sur les finances publiques. On a vu au niveau de la Commission européenne et des pays comment ça a eu l'air de se confirmer. Et puis la troisième hypothèse, parce qu'il faut toujours être aussi sensible à ce qui est dit et montré, c'est le fait que, au fond, cette crise a été très opportune pour faire avancer nos sociétés dans un système de contrôle généralisé, et notamment par la banalisation des moyens numériques, QR code, système de vidéosurveillance, passeport numérique, voire monnaie numérique, qui sont quand même des projets que l'élite mondialisée a en tête depuis longtemps et dont certains représentants ont même dit cette crise est très bien tombée parce que ça nous a permis d'aller très vite dans la direction dans laquelle on voulait aller et la population l'a accepté alors qu'en temps normal, elle ne l'aurait pas accepté. Et donc, si on est un tout petit peu capable de soupçon et de doute au sens noble du terme, on peut se demander, mais au fond, est-ce qu'ils n'ont pas instrumentalisé la crise sanitaire en l'aggravant par des mesures mauvaises, de sorte à pouvoir précisément arriver à cette fin? Et même, c'est l'hypothèse, j'ai envie de dire, la pire ou la plus redoutable, dans le sens d'un coup d'État planétaire, c'est-à-dire de déposséder les États-nations de leur souveraineté au profit de réponses mondialisées qui seraient imposées par des gens qui n'ont pas été élus et dont les populations ne souhaitent pas qu'elles prennent des décisions. Enfin, eux ont clairement en tête, ils l'ont dit de multiples manières, qu'ils considèrent que l'élite financière, économique et politique est mieux placée que les populations pour décider de leur avenir. Évidemment. Ils sont très intelligents, il faut dire. Ouais. Et vous faites un certain nombre de constats troublants, en effet, en analysant les faits. Notamment une militarisation de la santé publique aux États-Unis depuis le début des années 2000. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, ça a été mon point de départ en tant qu'expert en santé publique. Et je l'ai précisé à plusieurs reprises, je ne suis pas un spécialiste des maladies infectieuses. Moi, mon domaine de spécialité, c'est l'épidémiologie des maladies non transmissibles. Maintenant, c'est les mêmes principes de base, donc c'est très facile pour un expert comme moi d'aller voir les plans pandémie et de me dire, mais qu'est-ce qui était prévu dans ces plans et est-ce que c'est ce qu'on a appliqué? Et là, j'ai eu la stupeur de découvrir que c'était l'inverse. Tous les plans pandémie ont dit, les confinements ne servent à rien, ça ne sert à rien de fermer les écoles, les commerces et les restaurants, ça ne sert à rien de faire porter des masques à la population, ça ne sert à rien de fermer les frontières, ça ne sert à rien de mettre en place des systèmes de traçage. Il faut laisser les médecins soigner avec les médicaments dont ils disposent et ne surtout pas interférer avec leur liberté de prescrire. Et il faut laisser les sociétés vivre le plus normalement possible, c'est comme ça qu'on gère bien une épidémie.
En bref, tout ce qu'on nous a présenté comme étant absolument indispensable pour limiter l'impact de la pandémie était identifié de longue date comme étant inutile et destructeur et à éviter à tout prix. Et les principes que je viens d'énoncer, ils se retrouvent par exemple dans le plan pandémie de l'OMS en 2019. Et la science n'a pas changé entre 2019 et 2020. Donc, la question suivante, c'est comment s'est produit ce retournement. Et on voit effectivement qu'il y a eu pendant 20 ans un travail très méthodique pour permettre cette substitution sur la base d'une réponse qui est fausse par rapport aux épidémies, mais qui serait celle qu'il faudrait appliquer en cas de bioterrorisme. C'est-à-dire, si un groupe terroriste lâchait demain à Bruxelles ou à Paris un nouveau germe, que personne n'a jamais rencontré, face auquel personne n'a d'immunité. La bonne réponse, c'est de bloquer la société en attendant un antidote. Mais pour une maladie respiratoire virale, il faut surtout pas faire ça. Donc au fond, on a substitué aux bonnes réponses une autre réponse, et effectivement, j'ai pu retracer l'évolution de cette nouvelle doctrine, et notamment ces fameux exercices de répétition générale qui ont eu lieu pratiquement toutes les années, en fait depuis 2004-2005, mais plus encore entre 2010 et 2020, et dont la question de fond, alors ça réunit tous les acteurs connus, l'OMS, le Forum économique mondial, le Dr Fauci aux États-Unis, les grandes universités, la presse, Bill Gates, enfin tous les copains étaient là, et leur question c'était comment convaincre la population de se laisser confiner et d'accepter toutes ces mesures de contrainte présentées comme étant vitales, et puis comment mettre en échec tous ceux qui allaient venir en disant « vous vous souvenez, c'est pas ce qu'on avait décidé de faire dans les plans pandémie », en faisant passer ça pour de la désinformation et du complotisme. Donc il y a eu une intention absolument obvie et qui est vérifiable dans les exercices en question. Ça a été en fait une espèce de coup d'État de la santé mondiale sur un modèle militaire, et en fait, avec les agences militaires, notamment américaines, en première ligne pour imposer ce changement de paradigme. Oui, parce que quand on regarde les différents exercices, je crois qu'il y en a une douzaine au cours depuis oui. le début des années 2000. Donc, on connaît le Lockstep, SPARS, Cladex, Event 201. On se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure, ils théorisent tout ce qu'ils vont imposer pendant le Covid, quoi. Oui. Oui. Et vraiment, c'est presque en deux temps. Le premier temps, alors vous avez mentionné Lockstep, projet de la Fondation Rockefeller en 2010, par rapport à différentes menaces, terrorisme, guerre, réchauffement climatique, pandémie, comment est-ce qu'on s'y prend pour bloquer une société et en fait séquestrer les gens à domicile en obtenant leur concours, c'est-à-dire en les persuadant que c'est absolument nécessaire. Ce qui est une transgression de toute la science en gestion des épidémies, mais enfin, c'était un modèle presque de science-fiction. Vous voyez, la Fondation Rockefeller dit, on va imaginer des scénarios à tout hasard. Et puis ça, effectivement, ça se substitue à la bonne gestion des épidémies comme doctrine. Et puis le deuxième volet, qui est précisément comment est-ce qu'on lutte contre la saine réaction des gens qui vont rappeler c'est pas ça qu'on est censé faire et c'est pas ça la bonne science, en la faisant passer pour du complotisme et de la désinformation, et tout un écosystème de la censure médiatique et numérique et sur les réseaux sociaux qui se développe progressivement pour empêcher que toute contestation d'un certain poids puisse influencer l'opinion publique. Et tout cela a été théorisé, de même que une militarisation aussi de l'information et l'apparition de ce que vous appelez le complexe industriel de la censure. Oui. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ils recyclent un dispositif qui a été mis en place pour lutter contre le terrorisme et ils le recyclent contre, en fait, la dissidence. Oui, absolument. Alors ça, c'est un analyste américain, Michael Benz, qui est vraiment au cœur des systèmes numériques, qui a travaillé pour le département d'État à l'époque, qui l'a mis en lumière en montrant, c'est un tout petit peu technique, mais je trouve que c'est intéressant toujours de voir ces mouvements de fond, qu'au fond, jusqu'en 2012-2014, les services d'État américains considèrent que la libre circulation de l'information sur Internet est la meilleure arme contre les dictatures. Et en fait, ils vont produire un ensemble de dispositifs qui permettent aux gens de protéger leur identité et la circulation de l'information, notamment les fameux VPN. Vous savez, c'est ces systèmes où vous pouvez surfer sur Internet sans qu'on sache quelle est votre adresse personnelle.
Et ça, en fait, c'est les départements, c'est les officines militaires américaines qui le libéralisent et le diffusent pour permettre aux oppositions, notamment dans les pays non démocratiques, de s'en emparer pour promouvoir la liberté de penser. Et puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que des officines terroristes, mais qu'ils ont eux-mêmes financées, comme ISIS ou Daesh, qui sont quand même des créatures des États-Unis et d'Israël, on le sait aujourd'hui, utilisent ces mêmes moyens et que c'est récupéré par les milieux identifiés d'extrême droite dans nos démocraties. Et là, il y a un shift, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est trop dangereux, on ne peut pas laisser cette information circuler librement, ça va se retourner contre nous. Et là, ils mettent en place tout ce système qui est en fait un double système. D'un côté, c'est le repérage de ce qui peut être problématique. Donc, par exemple, on sait que toutes nos messageries e-mail sont surveillées en permanence par des algorithmes, mais à la recherche de certains mots-clés. Si vous envoyez un mail à quelqu'un, ah, ça serait une bonne idée de mettre une bombe au cœur de Bruxelles, immédiatement, il y a des alarmes qui vont sonner et puis des analystes qui vont intervenir. Donc, voilà, il y a un screening complet et qui a été réutilisé par le Covid pour le Covid à partir de mots-clés. Comme effet secondaire des vaccins, comme traitement précoce, comme plan pandémie. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, c'est que l'équivalent intervienne sur les réseaux sociaux notamment. Et là, il y a eu ces politiques de censure massive dont ont été victimes quelques-uns des meilleurs scientifiques au monde, qui essayaient de rappeler la bonne science épidémique et qui se faisaient bloquer leurs comptes sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, et avec des moyens absolument phénoménaux. Donc le complexe industriel de la censure, c'est Rebel News aux États-Unis qui a mis ça en lumière, c'est plus de 500 organisations allant des boîtes de communication de l'OTAN, notamment le Conseil Atlantique, qui a un immense... comment dirais-je, c'est à mi-chemin entre une ONG et une organisation étatique, puisque ça réunit en fait tous les partenaires de l'OTAN avec des moyens phénoménaux, jusqu'à des officines quasi invisibles et qui interviennent pour salir des réputations ou pour donner des contre-messages, de sorte à brouiller totalement la lisibilité des choses. Alors peut-être juste pour donner encore un exemple, il y a une stratégie qui a été beaucoup utilisée contre la résistance, c'est de produire des fausses informations, mais que tout le monde attendait en se disant « ouf, enfin quelque chose ». Par exemple, on a fait croire que Maître Fulmich, qui est en prison actuellement en Allemagne, comme Julian Assange l'a été sur des motifs bidons, avait réuni 10 000 avocats à travers le monde pour lancer un Nuremberg 2.0. Et beaucoup de gens un peu naïfs dans la résistance ou qui n'ont pas l'habitude de vérifier l'information sont montés au créneau et ont relayé ce contenu qui était faux, de sorte que le camp adverse puisse dire « regardez comme ils sont naïfs, ils relaient n'importe quoi ». Et ça, on sait que c'est façonné dans des officines de cette nature. Donc, ouais, il y a eu vraiment un écosystème de très grande envergure, totalitaire dans ses pouvoirs d'agir, qui s'est abattu et qui a conduit au fait que la plupart des gens qui n'avaient pas la capacité de mettre en doute le narratif officiel ont été en quelque sorte enclos dans un cordon sanitaire intellectuel. Et puis avec ce message, n'allez pas voir ailleurs, ce sont des gens dangereux, des complotistes, des trumpistes, des extrémistes de droite. Moi qui viens quand même du milieu universitaire, j'ai beaucoup enseigné dans les universités, le fait de voir autant de collègues ne voir aucun problème à ce qu'on empêche des gens compétents, qualifiés de dire leurs analyses et leurs convictions sincères sur une question en disant non, ça c'est un discours qu'il ne faut pas laisser énoncer dans la place publique, c'est quand même quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je savais que c'était possible pour avoir analysé des dérives totalitaires, mais je me disais, malgré tout, nos États, en 2020 en Europe, si on va dire aux universitaires, il faut censurer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les experts corrompus du gouvernement, je me disais quand même, ils vont pas adhérer à un truc pareil, mais à l'inverse, ils ont adhéré massivement, mais aussi parce qu'il y a des trucs d'ingénierie sociale extrêmement puissantes qui ont été utilisés et que finalement, on voit que la plupart des gens n'ont pas de défense intellectuelle par rapport à ça. Donc vous insistez pas mal sur le terme de militarisation en fait. Et vous parlez même d'une métamorphose du complexe militaro-industriel qui en fait s'adapte à une nouvelle forme de guerre, ce qu'on appelle la guerre de 5e génération, ou oui. la cognitive. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment eu une opération militaire dans tous ces domaines? Absolument. Parce que la source est militaire.
Et ce qui est très frappant aussi au niveau des masses médias, comment dirais-je, la base du débat démocratique, du débat journalistique, du débat scientifique, c'est le fait de confronter des hypothèses. Et là, on a vu cette uniformisation quasi totale, c'est-à-dire que tous les organes de presse ont propagé les mêmes mensonges et interdit le questionnement de ces mensonges. Et quand on remonte à la source, on voit effectivement que les médias occidentaux sont aujourd'hui totalement infiltrés par la CIA et l'OTAN en particulier. Alors c'est des programmes qui ont existé depuis longtemps. Il y a un programme aux États-Unis qui s'appelait Mockingbird et qui a été interrompu à un moment donné en disant on peut le faire dans le reste du monde mais pas aux États-Unis. Et puis comme toujours, les barrières qu'on avait mis ont sauté à un moment donné. Et aujourd'hui, on sait que toutes les grandes rédactions occidentales et européennes publient des articles qui sont censés avoir été écrits par des journalistes des rédactions, mais qui en fait sont donnés par les officines de propagande de l'OTAN. Et donc vous avez des éditorialistes connus en Belgique et en France qui signent une tribune, oui, il faut défendre la liberté en Ukraine. Et en fait, tout le texte a été préparé dans le cadre d'officines militaires. Il y a eu beaucoup de témoins qui l'ont révélé, dont Udo Ulfkotte en Allemagne, qui a écrit tout un livre à ce sujet. On en a les preuves. On a découvert récemment que d'anciens directeurs de magazines aussi prestigieux que Le Point ou l'Express en France étaient financés par la CIA ou le Mossad. Donc voilà, la réalité, c'est que le milieu a été totalement infiltré. Et comme Julian Assange l'a révélé, toutes les guerres que l'Occident a menées depuis 50 ans n'auraient pas été possibles sans les mensonges des médias. Et les mensonges des médias l'ont été parce que l'OTAN, en particulier, a tendu le narratif qu'il fallait absolument qu'il propage. Donc je sais que c'est difficile pour la plupart des gens de l'imaginer, mais en fait c'est un complot d'encore beaucoup plus en grande échelle que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est pour ça aussi que l'étiquette de complotiste a tellement été brandie. C'était pour empêcher que les gens aillent voir. Donc voilà, tout l'écosystème médiatique a été pris en otage. Et puis après, cet espace libre sur Internet où normalement on est censé pouvoir exprimer ce qu'on veut dès lors que c'est pas raciste, haineux, homophobe ou misogyne, a lui aussi été complètement stérilisé. Et c'est le propre de toutes les dérives totalitaires, c'est de criminaliser des opinions. Si vous avez telle ou telle opinion, alors vous êtes complotiste, anti-vax, anti-science. Et même, arrêtons-nous sur l'image 2 secondes, l'expression d'anti-vax, elle est royale. Ça n'est pas un vaccin. La 9e Cour d'appel de Californie vient de le reconnaître. Ça n'immunise pas, ça n'est pas un vaccin. C'est pas une thérapie génique, ça ne soigne rien. Donc en fait, c'est une injection génique expérimentale qu'on a présentée de manière fallacieuse comme un vaccin. Et ceux qui n'ont pas été d'accord de livrer leur corps à cette expérimentation ont été traités d'anti-vax et d'anti-science. C'est phénoménal comme manipulation. Mais ce qui est encore plus phénoménal, c'est que l'immense majorité des gens n'y aient vu que du feu. Pourquoi? On leur a dit, vous êtes en danger de mort. La seule solution, c'est le vaccin salvateur qu'on met sur le marché. Et tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner vont mettre en échec le côté salvateur du vaccin qui vient nous sauver face à un virus mortel. Donc la manipulation était totale, mais comme elle tape sur l'instinct de survie et la peur des gens, une fois que vous avez mis les gens en panique, c'est très très facile d'en faire ce que vous voulez. Et vous avez trouvé des traces financières de ce basculement en fait vers la guerre hybride? Oui, il y a des moyens absolument massifs qui ont été employés. Et alors là encore, les articles de Rebel News sur le complexe industriel de la censure le montrent. C'est des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis. Et puis après, avec précisément des conditions contraignantes extérieures. Je donne juste cet exemple pour la presse. Parce qu'évidemment, tous les journalistes ne sont pas corrompus. Il y a des effets de groupe idéologique au sein de la presse qui sont relativement faciles à utiliser. Une fois que vous leur dites que l'extrême droite est épouvantable et que toute personne qui n'est pas d'accord avec le projet européen est d'extrême droite, ça devient assez facile de les faire attaquer n'importe qui en brandissant des étiquettes. Mais les rédactions étaient captives notamment en amont et en aval. En amont, parce qu'il y a un institut de journalistes qui s'appelle Pointer et qui aujourd'hui fait la liste des experts que vous êtes habilités à inviter ou pas si vous êtes un média
subventionnés par l'État ou dépendants du mainstream. Et c'est pour ça qu'on a vu tous ces experts très problématiques qui n'ont cessé de dire des conneries épouvantables, mais pire que de dire des bêtises, de dire des choses qui étaient haineuses. Raphaël Enthoven a comparé les antivax aux pédophiles, ouvertement dans une tribune, et ce gars va sur tous les plateaux en France, alors qu'il n'a pas de doctorat en philosophie, il n'a aucune compétence particulière, et il est invité partout. Qu'est-ce qui fait qu'on l'invite lui et qu'on exclut un Christian Perron ou un Martin Zizi, qui a été épidémiologiste en chef des forces armées belges? Eh bien, c'est que vous avez des organismes comme Pointer en amont qui vous disent qu'il est licite ou pas d'inviter. Et les rédactions qui ne se soumettraient pas à ça auraient tout un ensemble de problèmes. Et puis en aval, vous avez des organisations comme NewsGuard, qui est une autre création de l'État profond. On retrouve plusieurs anciens directeurs de la CIA dans son conseil d'administration, et qui, lui, dans un partenariat avec Microsoft et d'autres acteurs mondiaux, donne un rating, donc un barème de fiabilité des médias. Et en fait, sur la base uniquement de la soumission à la doxa. Donc la RTBF, qui est épouvantable, officine de propagande pour l'État profond, et évaluée comme étant optimale en termes de fiabilité des informations, puis des médias indépendants comme BAM, Kairos ou d'autres sont considérés comme étant très problématiques. Et donc, vous voyez, c'est vraiment pris en étau d'une manière où après, alors les rédactions qui de toute manière sont infiltrées par l'OTAN et la CIA, mais tous les journalistes ne le sont pas, et beaucoup d'entre eux n'ont pas conscience de ce à quoi ils participent, mais sont en quelque sorte contenus dans de l'autocensure. Parce que qui a envie de se voir qualifié de médias complotistes, avec l'impact sur les annonceurs et la perte de revenus publicitaires? Et donc là, vous avez de l'autocensure indirecte, et tout ça fait partie, comme vous l'avez souligné, des stratégies de guerre de 5e génération, dont la caractéristique est que le champ de bataille est votre esprit. Les premières, 2e, 3e, 4e générations, c'est les conflits entre bandes tribales jusqu'à la guerre militaire, puis les stratégies de terrorisme ou de déstabilisation dans les guerres de 4e génération. Et les guerres de 5e génération, c'est qu'il n'y a plus de violence militaire apparente, tout se passe dans l'endoctrinement des esprits pour que l'opinion publique fasse elle-même le travail d'attaque des dissidents ou de ceux qui sont désignés comme l'ennemi. Et ça utilise des stratagèmes extrêmement puissants. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a tout un manuel de l'OTAN d'ailleurs qui s'appelle « La guerre cognitive » et qui, là encore, quand on prend simplement le temps de lire, tout est accessible, donc il n'y a rien de caché. C'est là où on a ce paradoxe, c'est à la fois un complot monstrueux parce que plein de gens ont conspiré pour que ça se passe comme ça, mais ça n'est pas un complot parce que tout est accessible. Normalement, dans un complot, vous cachez la vérité. Là, non. Tout est disponible, mais ceux qui font l'effort de s'y intéresser, on les traite d'antisémites, d'extrémistes ou de complotistes. Donc on disqualifie le fait de relever l'existence de ce qui existe. Et ça, c'est presque un chef-d'œuvre en termes de guerre de 5e génération. Et c'est ce qui vous permet en fait d'affirmer du coup que le coup d'État mondial a déjà eu lieu? Le fait qu'il y ait une tentative de coup d'État mondialisé, pour moi, elle est très vraisemblable, tout simplement parce que les acteurs concernés le disent. Klaus Schwab dit très ouvertement dans le projet du Forum économique mondial, notre but, c'est de veiller à ce qu'une petite élite de gens super intelligents, et qui connaissent bien le monde, vu que c'est eux qui ont le pouvoir réel, se substitue à la souveraineté des populations et des États. Donc au fond, l'intention du coup d'État, il ne s'en cache même pas. Et comme c'est des gens qui ont les moyens, vous savez, c'est cette autre parole de Philippe de Villiers qui disait, mais à propos du groupe Bilderberg, qui est un groupe semi-secret où des grandes décisions se prennent, qui après sont appliquées par les gouvernants dans les différents pays, Philippe de Villiers disait, mais ils n'ont pas besoin de conspirer, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident. Et on sait en France, par exemple, comment François Fillon, dont la candidature a été torpillée par des moyens illégaux, c'est le parquet financier qui s'est acharné sur lui, et dont la présidente a révélé après coup qu'elle avait reçu des ordres pour faire tomber Fillon le plus rapidement possible, sur un motif qui concerne probablement 200 députés en France dans l'hémicycle. Eh bien, François Fillon a confié à Philippe de Villiers, mais Bilderberg préférait Macron parce qu'il était totalement en phase avec leur agenda, alors que moi, j'avais des réserves.
Donc ça montre jusqu'où ils vont. Donc j'ai envie de dire, voilà, l'hypothèse du coup d'État, elle est très forte parce que on en voit les signes, les traces et que ceux qui sont concernés le disent. Le constat que le coup d'État a déjà eu lieu, il est un peu différent. Il résulte de l'analyse des systèmes de pouvoir dans notre société et notamment de ce constat, est-ce que on applique au niveau des politiques publiques et du choix des responsables ce que la population veut? En France, actuellement, plus de 80% de la population déteste Emmanuel Macron. Est-ce qu'un président de la République détesté par 80% de la population, c'est conforme à la Ve République voulue par De Gaulle et l'élection au suffrage universel? Non. On l'a vu avec la votation sur le traité européen en 2005. Le peuple français refuse catégoriquement. Eh bien, on réunit 2 ans ou 3 ans plus tard le Congrès à Versailles, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui balaye la décision du peuple. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que nous ne sommes déjà plus dans des systèmes démocratiques, ça n'est plus la volonté des populations qui décident des politiques nationales, et puis avec en réalité une suppression de l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est quoi? C'est qu'il y a un ordre institutionnel, et notamment, c'est très clair dans les systèmes parlementaires, c'est que c'est le Parlement qui décide de la politique de la nation, qui vote les lois, et le gouvernement les applique. C'est un exécutif qui est censé exécuter ce que le législatif a décidé. Or, en France, Macron a exigé des députés de sa majorité présidentielle qu'ils s'engagent à signer les lois proposées par le gouvernement. Et ça, c'est une inversion totale de l'ordre constitutionnel, avec en plus le pouvoir judiciaire qui est totalement instrumentalisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il reçoit ses ordres de l'exécutif, et quand la séparation des pouvoirs n'existe plus, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, qui dit « Lorsque la séparation des pouvoirs n'existe plus et que le pouvoir judiciaire n'est plus indépendant, alors il n'y a plus de constitution ». Et on est déjà dans une situation où il n'y a plus de constitution. Donc, le fait que le coup d'État ait déjà eu lieu, c'est un constat, si vous voulez, de ce qui régit réellement la prise de décision publique, et notamment cette disqualification de la volonté populaire. Et puis, le coup d'État planétaire comme projet de gouvernance mondiale qui asservisse les peuples, c'est l'hypothèse la plus forte que nous ayons. Là encore, parce que les preuves nous en sont données. Yuval Harari, qui est un des conseillers de Klaus Schwab, a dit, il faut quand même savoir entendre ses paroles, au fond la crise du Covid aura été très opportune parce que ça nous a permis de montrer à la population qu'il était important qu'elle renonce à ses droits à certains moments et qu'elle soit d'accord. Chic. Mais donc ça veut bien dire qu'ils ont l'intention après de réutiliser ce modèle par rapport à l'urgence climatique. On parle de confinement climatique d'ores et déjà. On voit le QR code à Paris pour les Jeux Olympiques. Avec le terrorisme ou la guerre, il peut y avoir d'autres opportunités. Donc on voit que c'est leur mentalité. Donc coup d'État, mais qui? En fait, qui est derrière cette guerre contre les peuples? Excellente question. Je me suis beaucoup questionné parce qu'alors on voit tous les acteurs. Bill Gates et ses fondations, par exemple, ont pris le pouvoir sur la santé mondiale. Des médias tout à fait mainstream, comme Politico et Die Welt, ont révélé, ils se sont posé la question, qui a décidé des politiques mondiales contre le Covid? Ils disent c'est Bill Gates. Il a arrosé plus d'une dizaine de milliards de dollars, tout l'écosystème médiatique et scientifique et politique pour pouvoir s'arroger le pouvoir de décider. Bon. Est-ce que M. Gates est à la tête d'une agence scientifique? Est-ce qu'il est épidémiologiste? Est-ce que c'est vraiment un philanthrope? On sait que pour chaque dollar qu'il dépense, il en engrange entre 25 et 40. Donc en fait, il fait fortune avec ce business. Et qu'est-ce qui fait que les pays du monde ont confié à M. Gates une responsabilité pareille? C'est déjà hyper questionnant. Donc on voit des figures comme ça. David Rockefeller avait dit, il faut que nous nous substituions au gouvernement et aux États-nations. Monsieur Soros, qui est un autre grand spéculateur, qui a plein d'ONG bidons, parce que je rappelle souvent, les ONG, normalement, c'est une émanation de la société civile. Vous avez une juste cause pour laquelle des militants luttent, vous faites des associations et vous cherchez à vous faire reconnaître. Eux, ils font autre chose, c'est qu'ils créent des ONG avec les milliards dont ils disposent, ils engagent des activistes pour faire croire que c'est des ONG et ils infiltrent les gouvernements.
En Europe, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a été complètement infiltrée par George Soros, ça a été révélé dans la presse. Donc on voit ces figures, et puis alors avec l'émergence de mastodontes de la gestion de biens comme BlackRock, Vanguard et d'autres, qui aujourd'hui atteignent un tel poids mondial que ça n'a plus rien à voir, même avec des grandes fortunes comme les Rockefeller et les Rothschild. Là, on est à un échelon complètement différent. Et puis savoir qui nomme ces gens, quel est le projet qu'ils poursuivent. On sait par exemple que BlackRock est très engagé dans la migration de masse de mauvaise qualité qui endommage beaucoup les sociétés occidentales. Ils sont à fond derrière l'agenda LGBTQI en exigeant même des entreprises dans lesquelles ils ont investi une partie de leurs fonds qu'elles aient des politiques inclusives, qu'elles fassent des politiques de publicité pour promouvoir les figures transgenres et autres. Donc là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent. Est-ce qu'il y a un noyau de gens qui tirent les ficelles au bout du compte, ou est-ce que c'est plutôt la tentation totalitaire des riches et puissants à travers le monde? Là, j'ai pas encore la réponse à cette question. Mais il y a un agenda, objectivement. Il y a un agenda objectif, et là encore, qui n'est pas caché. Mais du coup, s'il y a un agenda, il y a forcément quelqu'un qui a écrit cet agenda, qui l'a conçu. Oui, mais là encore, on trouve des traces longitudinales depuis très longtemps. Déjà dans les années 70, vous saviez, Jimmy Carter, qui était président américain à l'époque, avait un secrétaire d'État qui s'appelait Zbigniew Brzezinski, un Polonais d'origine, et qui a écrit beaucoup de choses sur ça. Et notamment comment, à l'avenir, il allait falloir s'assurer que la population soit divertie en permanence, un système qu'il appelait le tititainment. Titi, en anglais, c'est de l'argot pour dire le sein ou le téton, et pas du tout dans une dimension sexuelle ou pornographique, mais comme un nourrisson à qui on vient donner la tétée pour qu'il digère et qu'il s'assoupisse. Et il disait, étant donné la captation de ressources par les riches et puissants et la domination mondiale qu'on veut mettre en place, il faut s'assurer que le peuple soit chloroformé à coup de divertissement, à coup de systèmes d'assistanat et de subsistance pour qu'ils crèvent pas de faim et qu'ils se révoltent pas, mais sans qu'il ait aucun pouvoir de nuire. Donc c'est extraordinaire. Il y a déjà plus de 50 ans, les responsables américains le disaient ouvertement. Donc oui, cet agenda, il remonte à il y a très longtemps. Et en fait, l'hypothèse la plus vertigineuse, mais comme je réfléchis en hypothèse, je ne m'interdis rien. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'aucune hypothèse n'est taboue. Et une des plus flippantes, mais qui malheureusement a une chance d'être vraie, procède d'une analyse de Hannah Arendt. Vous savez, la grande philosophe analyse du totalitarisme, qui en 1945 prévenait en disant « Attention, l'Allemagne a perdu la guerre, mais les nazis probablement pas ». Et elle, son analyse, c'était que les nazis avaient probablement choisi de sacrifier l'Allemagne parce qu'ils ne pouvaient pas établir une domination mondiale dans le rapport de force qui existait à l'époque, mais avec déjà le plan de se recycler dans tout le monde occidental pour pouvoir accéder aux positions de pouvoir. On a vu à travers, par exemple, le projet Paperclip. Exactement. Donc là, vous avez quand même, il faut le rappeler, des médecins qui, dans les camps de la mort, ont fait des opérations à vif sur des femmes et des enfants, qui ont été recyclés par le milieu scientifique américain en disant « Non, non, mais ils ont fait des choses pas bien, mais ils ont une expérience qui nous intéresse. » Il faut quand même mesurer de quoi on parle. Werner von Braun, qui a été à l'origine de la NASA, était celui qui préparait les V2 pour bombarder Londres. Il était dans une course effrénée pour arriver à l'arme nucléaire avant les Occidentaux et les Russes. Donc oui, il y a eu ça. Et puis après, on a vu, notamment au niveau de l'OTAN, dont le siège est pas loin d'ici, et dans l'architecture et le sigle des SS, qu'un grand nombre de membres de l'état-major d'Hitler, ont été recyclés au commandement de l'OTAN. Même chose pour la Commission européenne, le premier commissaire européen était un ancien nazi, même chose pour les Nations Unies, Kurt Waldheim était un ancien nazi. Et en envisageant ce genre d'hypothèse, comment est-ce que votre livre a été reçu ? Ben, je dirais de manière très double, si vous voulez, mais ça je suis habitué. J'ai écrit un tout premier livre en mai 2020, très tôt, qui s'appelait Anatomie d'une crise sanitaire, parce qu'on pouvait déjà tout voir. Et en fait, ce livre a été très bien reçu par la presse mainstream.
J'ai une couverture excellente de l'Humanité au Figaro, en passant par Paris Match, par Marianne, par Les Échos, et tous les journalistes qui, à ce moment-là, n'étaient pas encore captifs de la doxa du Covid, disaient oui, c'est un regard critique, mais c'est intéressant, c'est très documenté, il faut réfléchir à ce que M. Michel pose comme question. Et puis après, j'ai été catalogué comme complotiste infréquentable. Autopsie d'un désastre a été très bien reçu par le public, mais pas du tout par la presse. Il n'y a eu aucun retour dans aucun titre mainstream, plus dans la presse indépendante. Et puis là, la fabrication du désastre, il est très bien reçu par le public. Donc les ventes sont très bonnes. On a été pratiquement 1 mois en tête des ventes sur une plateforme de vente en ligne dans sa catégorie. Donc il y a une forte demande, mais évidemment une omerta complète des médias mainstream. Puis une petite frilosité du côté des médias indépendants, parce qu'au fond, je crois que, évidemment, on a été accusé à haute dose d'être complotiste. Ça faisait partie de l'intoxication. Mais au fond, ce que j'ai beaucoup entendu de mes collègues dans la résistance, entre guillemets, c'est « oui, ils sont corrompus, c'est évident, mais bon, c'est quand même pas un complot ». Parce qu'au fond, il y a quelque chose d'inconfortable à se dire « on est dans un piège diabolique qui a été pensé et préparé et qui, oui, est une conspiration massive ». Et comme moi, je m'interdis pas cette pensée, sans non plus être obsessionnel, je me dis quelles sont les hypothèses en présence. Ben à partir de tous les éléments que j'ai rassemblés, aujourd'hui, c'est évident qu'il y a des conspirations. Fauci aux États-Unis a ourdi au moins 15 conspirations pour camoufler l'origine du virus, pour torpiller les traitements précoces, pour faire croire que les masques et la distanciation sociale étaient nécessaires. Il vient de reconnaître qu'il n'y avait aucune justification scientifique à la distanciation sociale, et de dire, mais au fond, non, je me souviens même pas d'où c'est venu, mais à un moment donné, on a commencé à dire ça, et donc nous, on s'est dit peut-être que ça peut aider. Ça, c'est des conspirations. C'est des conspirations au sens littéral. Donc, comme moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça, je me dis, il peut ne pas y avoir de conspiration, c'est juste une convergence d'intérêts véreux et mafieux, et il y a personne qui pilote tout ça. Mais je ne m'interdis pas de penser, non, non, attendez, ça a été préparé depuis 20 ans, et si on voit effectivement toutes les étapes, à ce moment-là, c'est plutôt cette hypothèse qui fait sens. Mais je sens que du côté de la résistance, il y a encore un inconfort par rapport à ça. Parce qu'au fond, si on tire les conclusions de ce qui a l'air d'être le plus plausible à l'heure actuelle, effectivement, ça va encore plus loin que ce que ceux qui sont catalogués de complotistes ont imaginé. Et aucun d'entre nous n'a envie d'ouvrir les yeux sur un monde dans lequel nous serions captifs de gens aussi psychopathes et prédateurs globaux, selon l'expression d'un psychiatre américain, parlant de Fauci, Gates, Soros, Klaus Schwab et tout ça. Il dit c'est des prédateurs globaux, c'est des psychopathes. Et c'est des gens qui sont totalement débridés dans leur soif de pouvoir et d'argent et leur envie de maltraiter les populations. Et si c'est vraiment ça l'hypothèse valide, ça veut quand même dire qu'on a un sacré souci à se faire, et même dans la résistance, les gens préfèrent rester dans non, ils sont corrompus, ils ont été maladroits, mais ça va quand même pas jusque-là. Moi, j'ai l'impression que tout pointe plutôt aujourd'hui dans l'hypothèse que oui, ça va probablement jusque-là. Et pourtant, vous restez optimiste? Non, pas du tout. Je suis possibiliste. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la situation actuelle et qui puisse être utile, sans aucune garantie que ça sera suffisant ou pas. Et moi, ce qui m'importe, c'est de me battre pour qu'un autre devenir soit possible pour l'humanité. Parce qu'au fond, ce qu'on voit aussi à travers cette crise, c'est la répétition du même. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque dérive totalitaire, on se dise plus jamais ça, et puis que ça recommence tellement facilement? C'est parce que la conscience n'a pas encore grandi jusqu'à un point collectif où le prochain Macron ou Bill Gates ou Klaus Schwab venu, on éclate de rire. Vous savez, le journaliste américain Tucker Carlson a dit ça récemment. Il a dit qu'il était allé à Davos et qu'il avait entendu Klaus Schwab dire « Bientôt, nous serons tous une puce dans le cerveau ». Et il a dit « Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas éclaté de rire en se disant « Mais ce type est fou furieux ». Au lieu de ça, vous avez des hordes de gens en costard-cravate qui écoutent ça religieusement, comme si c'est... Mais c'est juste grotesque, c'est juste délirant. Donc, moi, j'ai envie de travailler à cette immunité collective où ceux qui ont envie de nous asservir dans des rêves de pouvoir grandiloquents rencontrent notre éclat de rire. Mais va jouer ailleurs, je veux dire, va faire un jeu vidéo où tu deviens maître du monde, mais arrête de nous emmerder.
Mais finalement, eux, ils misent sur Ordo ab chaos, que le nouvel ordre mondial sortira du chaos. Mais il y a là aussi la possibilité qu'il y ait un nouvel ordre d'un autre genre qui sorte de ce chaos, qui sera difficile à vivre, c'est clair. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment est-ce qu'on peut lutter? Alors vous savez que dans les systèmes de propagande, il y a ces slogans qui sont martelés, notamment le Build Back Better. Et moi, j'ai publié une petite vidéo de 3 minutes où on voit toutes les figures connues, le prince, enfin le roi Charles, Bill Clinton, Barack Obama, Greta Thunberg, des influenceurs, des médias, etc. Ah, we have to build back better. Ben, c'est le motto. Build back better. To build back better. Build back better. Build back better. Building back better. Build back better. And build it back better. Build back better. To build back. To build back better. Build back better. Build back better. Building this country back better. Et effectivement, comme vous dites, c'est aussi ce qui permet de faire accepter quelque part la destruction à la population, parce que oui, le vieux monde, il est en train d'être détruit, bon, nous, on le massacre à la tronçonneuse, mais on a mieux pour vous en stock, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, faites-nous confiance. Donc on voit leur projet. Après, ce qui est intéressant, c'est que, moi je me suis fait cette réflexion. Les pervers et les psychopathes, c'est à peu près 4% de la population. C'est des gens qui n'ont aucune empathie pour les autres et qui sont même pilotés par l'intention sadique de faire souffrir et de détruire les autres. C'est ça leur moteur. Et aujourd'hui, ils sont à peu près partout. Prenez le gouvernement français, il n'y a à peu près que des pervers. Et un des cauchemars pour moi dans l'aventure, c'est que je me suis dit, mais attendez, il y a quand même des gens bien à différents endroits, ils vont prendre la parole. Mais les quelques-uns qui l'ont fait se sont fait démolir. Maintenant, imaginons une seconde que nous vivions dans une société où aucun pervers n'ait accès au pouvoir. Et au fond, on retombe dans cette très belle formule qui a été dite depuis très longtemps, qui est que il faudrait n'élire que des gens qui n'ont aucune envie d'être au pouvoir. Platon. Oui, merci. Génial. Ah bah oui, ça remonte à il y a longtemps. Vous voyez? Mais imaginons un monde qui, dont les gens qui prennent des responsabilités, et c'est normal qu'il y ait des gens qui soient plus leaders que d'autres, moi j'ai aucun problème avec ça, mais que ce soient tous des gens bien intentionnés. À ce moment-là, on fait déjà de la terre un jardin. Sans famine, sans maltraitance, sans aucun dégât ou destruction inutile ou intéressée. Donc au fond, pour moi, c'est ça l'enjeu de l'humanité. Et puis, une autre réflexion que je me fais par rapport à tous ces moyens numériques, parce qu'effectivement, la jeune génération, elle est ravie de payer avec son smartphone, donne-moi un QR code, reconnaissance faciale, je suis heureux comme tout. Bon, et on sait toute la perversité qu'il y a derrière, parce qu'ils utilisent ça pour nous asservir de plus en plus. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas toute cette perversité derrière, que toutes les données numériques qui me concernent soient effacées dès qu'elles ont servi. À ce moment-là, tous ces systèmes deviennent extraordinairement facilitants d'une bonne vie. Je dis souvent la ville de 15 minutes, ou à 15 minutes à pied de chez moi, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. C'est une très bonne idée. Ce qui n'est pas une bonne idée, c'est l'idée que ça va permettre de confiner les gens dans un rayon de 15 km en leur interdisant d'aller plus loin pour des raisons climatiques, etc. Ça, c'est abominable. Mais l'idée elle-même qu'on n'ait plus ces villes avec des banlieues commerciales et industrielles et plus rien au centre-ville, c'est assez sain de réensemencer le tissu urbain de ressources de proximité. Donc, vous voyez, tout ce dont on dispose, si on enlève l'intention malveillante et la perversité et la psychopathie, on a tout ce qu'il faut à disposition. Et je pense que c'est la crise de croissance dans laquelle on est en tant qu'humanité, parce que nous n'avons, à de très rares exceptions près, pas encore été capable d'organiser une société qui soit bienfaisante. Mais si on y arrive, et que plus personne n'a intérêt à faire une guerre inutile en envoyant mourir des gens qui ne devraient pas être envoyés, ou plus personne n'a intérêt à mettre les gens en dépendance et en esclavage, ou plus personne n'a intérêt à infliger de la souffrance aux autres, je crois qu'on a déjà de quoi faire de cette terre un jardin, et que c'est, au fond, la mission qui est vraiment la nôtre.